Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Final Fantasy. Pas des jeux, parce que sinon ça me prendrait plus de 8 heures. Non, à la place, je vais plutôt vous parler de tout ce qui est sorti juste à côté des jeux. Le problème, c'est que pour parler de ces choses, il faut quand même passer par les jeux, parce que la plupart de ces œuvres viennent directement de ces jeux. Je vais faire très vite. J'ai débuté mon aventure Final Fantasy par le 13 qu'on m'a offert avec une 360 aux alentours de 2011. C'est littéralement la première expérience d'un JRPG que j'ai eu de ma vie, et au début, j'ai détesté. Mais quelques mois plus tard, je l'ai relancé, et depuis, je l'ai terminé 3 fois. Et si on additionne le tout, je dois avoir plus de 500 heures dessus. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Puis, j'ai acheté le 13 partie 2 quelques années après sa sortie, que je n'ai jamais fini, ainsi que le Lightning Returns, qui est un peu le 13.3, que j'ai littéralement abandonné au bout de 15 minutes. Mais du coup voilà, j'ai commencé par le 13 sans aller au bout des deux autres jeux. Je n'ai jamais touché au 1, ni même au 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6, ni le 7, désolé, ni le 8, ni le 9, ni le 10, ni le 11, vu que je n'ai jamais joué à un jeu PC de ma vie, sauf les jeux qu'on pouvait trouver dans les paquets de céréales, et les jeux éducatifs Passeport. Ah oui, ça c'était les vrais jeux. Je n'ai jamais touché au 12 sur PS2, ni le 14, bref, avant FF13, je ne connaissais juste pas du tout la franchise. Et c'est en grande partie dû au fait que j'ai eu internet genre très tard, 2006-2007, mais aussi parce que je n'ai jamais acheté un magazine de jeux vidéo. Autant les Maniacs et Dragon Blanc, là aucun souci, j'ai peut-être dû en acheter 3 ou 4 dans ma vie, mais c'était genre pour avoir les posters quoi, comme pour les Maniacs. D'ailleurs je recherche, pitié si vous en avez, dites-le moi. Bref, bien des années après, enfin depuis que je me suis acheté la PS4 en 2017, juste pour pouvoir jouer à Digimon World Next Order, je me suis tourné vers d'anciens Final Fantasy qui ont été portés ou remasterisés sur les consoles plus récentes. À commencer par Zodiac Age, donc le remaster du 12, que j'ai trouvé particulièrement excellent. Alors, je ne sais pas ce que vaut le 12 en temps normal, et en vrai je m'en moque, mais le Zodiac Age est incroyablement cool. Et du coup, en ayant d'abord joué au 13, puis ensuite au 12, je comprends pourquoi les gens n'ont pas aimé le système de combat du 13. Alors, je n'ai pas les termes, et en vrai ce n'est pas du tout mon domaine, mais on est beaucoup plus libre dans le 12 que dans le 13. Mais ça ne change rien au fait que j'ai beaucoup aimé le 13. Un peu plus tard, je me suis tourné vers les 10 et 10.2, vendus ensemble dans la version remaster sur PS4. Je n'ai fini que le premier, et je n'ai jamais lancé le 2, car c'était chiant. Autant le Zodiac était rapidement cool, mais lui, j'ai vraiment eu du mal. Et surtout, beaucoup affirment que 13 n'est qu'un long couloir sans intérêt, et que le 10 est le meilleur jeu du monde. Pitié, quoi! Est-ce que vous y avez vraiment joué pour affirmer ça? Et surtout, vu comment je m'endormais dessus, je n'ai jamais eu le courage de lancer le 10.2. Mais comme apparemment c'est un genre de DLC avec d'autres personnages sur la même carte, disons que ça ne m'attire pas vraiment. Après, peut-être que je me trompe, mais la flemme. Ensuite, je me suis retrouvé face au 15e Final Fantasy. J'y ai passé une quarantaine d'heures, et dans mes souvenirs c'était assez sympa, mais c'est vrai que le mélange monde à la fois moderne et futuriste, mélangé à la formule FF, c'est vrai que c'est assez étrange, mais c'était sympa. Par contre, il est assez punitif, dans le sens où si vous arrêtez d'y jouer pour y revenir quelques semaines ou mois après, c'est finito les contrôles. Il faudra tout réapprendre et j'ai toujours eu du mal à m'y remettre. Autant le 13, que je n'ai pas touché depuis plusieurs années, je sais que j'arriverai à m'y retrouver assez facilement, mais alors lui, j'essaye chaque année de m'y remettre et c'est pas des conneries, mais c'est le même résultat à chaque fois. Je me foire dans les contrôles, mais c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai acheté la version remaster du 8, je n'y ai joué qu'une heure, donc je l'ai rapidement oublié, tout comme le 9. Alors lui pour le coup, je l'ai acheté et abandonné au bout de 20 minutes. Puis on arrive à FF7 Remake. Le jeu de base est sorti en 97 et je n'y ai jamais joué. Je ne l'ai jamais vu être joué à côté de moi, je ne connaissais pas les personnages, je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais rien du tout de ce jeu. Et en vrai, j'aurais très bien pu y jouer dans ma jeunesse, parce qu'il était encore trouvable aux alentours des 10-15 euros, dans bon état, complet, tout ça, dans un Easy Cash. Mais là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai donc acheté le premier volet remake juste pour découvrir un tout petit peu, sans m'attendre à quoi que ce soit en fait. C'était juste pour découvrir un nouveau FF, on va dire. Et il est parfait. Ce qui ne m'a pas du tout encouragé à découvrir le premier, bien au contraire d'ailleurs, et j'étais pour le coup vraiment très impatient de découvrir la deuxième partie, Rebirth, qui est sorti en début d'année 2024. Et j'ai encore plus apprécié l'expérience, et j'aime tellement, mais tellement le Queen's Blood, que je me suis focalisé en priorité sur cette mini-histoire de jeu de cartes, plutôt que l'histoire principale.
mais je le trouve vraiment, mais alors vraiment excellent et assez complet en réalité. Et j'attends donc avec impatience la sortie du troisième et normalement dernière partie du remake pour pouvoir m'y replonger intégralement de A à Z. Sans oublier Crisis Core, version PS4, auquel j'ai également pu jouer sans l'avoir terminé. J'ai aussi pu tester une toute petite heure le Stranger of Paradise, qu'il faudra que je relance en vrai, et je n'ai jamais lancé le 16. Enfin, je n'ai fait que la démo et c'est vrai que... je sais pas, c'est bizarre. Après, peut-être que le fait de jouer au vrai jeu plutôt que la démo, ça va modifier mon point de vue, mais pour l'instant, je suis pas chaud. Et j'ai également testé un seul jeu dérivé, le Type 0 qui est d'abord sorti sur la PSP, qui a été porté sur PS4, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour tout ce qui est jeux dérivés, que ce soit les Chocobo, les World, les Dissidia et la montagne de jeux dérivés, je n'y ai jamais touché. Voilà mon CV concernant l'univers de Final Fantasy. Je suis très loin d'avoir fait tous les jeux, je ne suis pas prêt de tous les faire, et il y en a plein que je ne ferai probablement jamais. Mais j'aime quand même cette franchise, et là j'en reviens au sujet principal. Comme je l'aime bien, je me suis donc intéressé à tout ce qui a été fait en dehors des jeux. Et c'est assez intéressant de voir qu'ils ont voulu attirer d'autres communautés pour qu'ils puissent éventuellement s'intéresser à leur franchise, plutôt que de forcément passer par un jeu, dont les plus récents nous demandent un investissement de plusieurs dizaines d'heures afin de les terminer à 100%. Et il en existe plus d'une centaine d'ailleurs, si on compte tous les portages, les remakes, les remasters et toutes les compilations ainsi que chaque jeu dérivé. Cela nous donne vraiment plus d'une centaine de jeux qui ont été commercialisés depuis 1987 jusqu'en 2024. Et juste à côté de tout ça, se trouvent d'autres œuvres également estampillées Final Fantasy, à commencer par les 4 OAV nommés Legend of the Crystals, dont la plupart des personnages viennent du 5e jeu de la franchise, et qui se déroulent 200 ans après l'affrontement entre les guerriers de la lumière qui ont pour mission de protéger les 3 derniers cristaux élémentaires, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains d'Exdeath. L'histoire de ces OAV se déroule donc plusieurs années après ces événements. Tous les personnages font maintenant partie de la légende du passé, connus pour avoir sauvé leur monde, seulement une nouvelle menace se profile, Death Gunos, qui va tenter de manipuler l'esprit de Mid, descendant direct de Sid, qui est principal au jeu de base, afin d'utiliser ses connaissances pour maîtriser la puissance des 4 cristaux pour régner sur ce monde. Le savoir de Mid ne vient pas de nulle part, car son ancêtre possédait déjà cette affinité avec les cristaux. Ce qui va d'ailleurs causer pas mal de problèmes, notamment la libération d'une force maléfique qui prendra forme en tant que puissant sorcier nommé Exdeath. C'est à peu près la même histoire, cette fois-ci réduite à seulement 4 épisodes de 30 minutes, qui sont tout de même assez sympas, et permet d'exploiter un peu plus ce lore vraiment très intéressant. Nous découvrons plein de nouveaux personnages assez communs pour Final Fantasy, comme une invocatrice, en l'occurrence de Chocobo, une princesse, un mec fort distant qui est en fait très gentil, un intello et surtout un grand méchant qui fait le mal. Et c'est en 2001 que quelque chose d'assez étrange va sortir. Les créatures de l'esprit. Ce film s'est donné pour simple mission de nous proposer le premier long métrage de l'histoire en images de synthèse qui nous montre à l'écran des humains photoréalistes, mettant principalement l'accent sur l'histoire ainsi que les émotions comme n'importe quel jeu Final Fantasy. Seulement, nous sommes en 2001. Ce projet est clairement, mais alors clairement beaucoup trop en avance sur les capacités techniques de l'époque. Les premiers FF à être intégralement en 3D ont débuté par le 7 et continueront à l'être jusqu'au 10 qui sortira quelques jours après ce film. Les jeux sont beaux, mais graphiquement trop faibles pour être montrés sur grand écran. Donc il fallait à la fois réussir à surpasser techniquement les jeux, ne pas rusher l'histoire pour qu'elle puisse éventuellement intéresser de potentiels nouveaux joueurs, réussir à convaincre les fans de s'intéresser à cette nouvelle histoire, tout en réussissant ce pari fou pour l'époque. Le premier long métrage de l'histoire en images de synthèse. Et suite à de multiples réécritures, dépassement de plus de 30 millions du budget initial, qui gravitait déjà aux alentours des 130, malgré la présence du créateur de la franchise aux commandes, et d'un casting assez important comme Alec Baldwin, le regretté Donald Sutherland, de Ming-Na Wen, suivi de plusieurs équipes de doublage pour distribuer le film dans le plus de pays possible, ce film est un énorme échec, une catastrophe industrielle. Est-ce mérité ? En vrai, non. Juste non en fait. Nous sommes en 2065. La Terre a été ravagée par des créatures capables d'aspirer l'âme des vivants. Tous les survivants doivent désormais vivre dans des villes fortifiées grâce à des boucliers d'énergie qui les repoussent vers l'extérieur. Et tous les humains restants espèrent un jour réussir à trouver un moyen pour pouvoir revivre normalement. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Non, c'est qu'une coïncidence, voyons. Je crois. Je pense. J'espère. Non, c'est la même chose. Un scientifique réussit cependant à trouver la solution qui pourrait tous les sauver.
réunir 8 esprits qui, une fois combinés, seraient assez puissants pour chasser tous les fantômes de la Terre. Alors, franchement, ce film n'est pas mal du tout. Je veux dire, oui, c'était révolutionnaire à l'époque, oui, ça a un peu mal vieilli aujourd'hui, mais c'est vraiment loin d'être la pire histoire du monde. Il méritait de marcher. Mais ce n'est pas la fin pour autant, car quelques semaines plus tard, la nouvelle série Final Fantasy Unlimited sortira. Elle devait initialement se composer de plus de 50 épisodes, mais dû à l'échec des créatures de l'esprit, elle sera réduite de moitié et sa vraie conclusion nous sera montrée au sein de plusieurs mangas, des jeux et autres supports. Ils ont sacrifié, et je dirais même tronçonné la série, pour vite oublier que Final Fantasy peut aussi exister en dehors des jeux. Et le pire, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça. Et il y a même une version française en plus. Comme quoi, il y a bel et bien un public, en dehors du Japon, qui est intéressé par leurs histoires. Mais elle n'aura pas de conclusion. Du moins, pas à l'écran. Il faudra attendre fin 2005 pour enfin découvrir un tout nouveau film de la franchise, qui, désormais, ne prendront plus aucun risque. L'intégralité des prochaines productions se baseront sur des jeux déjà existants ou serviront de contexte pour le jeu en question, comme une grosse cinématique ou même une bande-annonce. Et quitte à faire ça, autant le faire sur l'un des plus gros succès de la licence, en l'occurrence FF7 avec Advent Children. Celui-ci se déroule 2 ans après la défaite de Sephiroth, où nos héros vont devoir faire face au Covid qui se répand petit à petit dans la ville. L'apparition soudaine de cette maladie est due à l'attaque de Jenova contre la rivière de Vie, qui a empêché la destruction totale de cette ville. S'en suivra un nouvel affrontement opposant nos héros face à un avatar de Sephiroth, que Cloud, pourtant bien atteint par cette étrange maladie, réussira à abattre tout en neutralisant Kadaj, nouvel ennemi de cette histoire, aidé par son groupe qui sont à la recherche de leur soi-disant mère, qui s'avère être Jenova. Et pour arriver à ses fins, il n'hésite pas une seconde à invoquer Bahamut, qui sera également intéressé par Barret, Yuffie, Tifa et tous les autres. C'est un très bon film, mais c'est vraiment dommage qu'il repose en grande partie sur du fanservice. Après tout, ça se comprend, ils ne veulent pas subir un nouvel échec, donc on réduit le budget pour arriver à 100 millions, ce qui reste vraiment colossal, mais nettement moins que le précédent. Car il y a déjà une bonne base de fans qui sont prêts à aller le voir en salle, ou à acheter les DVD pour nous en France. Mais nous pouvons aussi nous tourner vers Last Order, qui est une histoire de 25 minutes, qui se déroule pour le coup avant le jeu FF7, qui est principalement là pour mettre en image certains passages mentionnés dans le jeu. Puis, lorsque Final Fantasy XV sortira en fin d'année 2016, nous aurons droit au film Kingslave qui sert d'introduction au jeu. Celui-ci dure quasiment 2 heures, je me suis endormi à 3 reprises, et de toute façon, j'ai clairement préféré jouer au jeu plutôt que de subir ce film. Mais ce n'est pas tout, car il y aura également la série d'animation en 5 épisodes Brotherhood, qui retrace le passé du futur marié Noctis, du photographe Prompto, du conseiller Ignis, ainsi que du garde-corps Gladiolus. Mais ce n'est pas encore fini, car 3 ans après la sortie du jeu, soit à quelques semaines d'intervalle avec la sortie du premier remake du 7, mais aussi quelques semaines après le remaster du 8, ainsi que la nouvelle extension du 14 Shadowbringers, nous aurons droit à un épisode centré sur Ardyn Izunia, qui se déroule 30 ans avant le film Kingslave, qui lui-même sert de bande-annonce au 15, qui est lui-même accompagné de plusieurs épisodes sur chaque personnage principal. Autant d'attention sur un seul jeu. C'est fou ça, parce que le 15 est vraiment très loin d'être celui que les joueurs préfèrent. Et enfin, le roi du cimetière des VOD, à savoir Netflix, nous proposera une série nommée Dead of Light qui suit un jeune et son père qui vont se rapprocher grâce au online de Final Fantasy XIV, afin de passer un peu de temps ensemble, en espérant pouvoir le faire dans la vraie vie. Voilà. Final Fantasy n'est que le contexte, il n'y a rien de magique là-dedans, ce n'est qu'un jeu en ligne. Ça aurait pu être Warcraft ou n'importe quel autre jeu, mais ce rapprochement va se faire grâce à cette passion commune. Et cette série sera adaptée en film quelques mois plus tard. Le concept en vrai est sympa, renouer avec sa famille grâce à un jeu, mais il n'y a rien de final ni de fantasy là-dedans. Pour conclure, et si on met un peu de côté cette dernière histoire, c'est dommage que tout ceci soit assez confidentiel au final. La plupart de ces œuvres n'ont pas eu le succès mérité ou espéré, ce qui a conduit à l'annulation voire diminution de certaines d'entre elles, alors que le tout n'est pas vraiment mauvais, c'est même plutôt bon et intéressant. Mais après, c'est vrai que quand on dit Final Fantasy, on s'attend plus à un jeu qui possède une incroyable aventure avec de magnifiques musiques remplies d'action, plutôt qu'à un ado qui joue à l'ordinateur avec son papounet. Et si je vous parle de ça, c'est aussi parce que Sony a acquis les droits de la licence pour en faire une série live. Alors perso, j'ai peur, déjà parce que Sony, mais après, la version live de One Piece, moi qui de base n'en suis pas vraiment fan, j'ai plutôt bien aimé la première saison, donc à voir quand elle sera terminée.
Mais en vrai, on pourrait avoir une bonne série. Genre, imaginez, une saison qui adapte le premier jeu Final Fantasy. La saison 2 adapte le deuxième jeu de la licence. Saison 3, troisième jeu. 4, 5 et tout le reste. Et puis même, ça veut dire qu'on passerait par le 7 et le 13. Enfin, il y a de quoi faire avec le 13.1, 13.2 et 13.3 avec Returns. Tout ça, ça pourrait donner quelque chose de vraiment pas mal. Un peu comme Nier Automata en fait. Et ce serait trop cool en vrai. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, ou pourquoi pas prochain thème. À très bientôt.